Zoom DV Réunion, notre invité du jour. Bonjour Nicolas Bonnet. Bonjour tout le monde. Tu connais l'association, on ne te présente plus. Un petit peu. C'est le comité AVH de la Réunion. On a déjà travaillé, comme je disais tout à l'heure, on a déjà travaillé sur la semaine de la presse 2 ou 3 fois, je crois, avec les jeunes Ouais, de tout à fait, Saint-Pierre. ouais. Quand j'étais encore au quotidien des jeunes ou au quotidien. Le quotidien des jeunes, tu es dans les fondateurs, on peut dire ça? Alors c'est compliqué parce qu'en fait il y a eu plusieurs quotidiens des jeunes. Il y a eu un Ouais, premier dans les années 90 en noir et blanc, qui ouais. avait été fait par Françoise Adam de Villiers et Jacques Poustis. Puis ça s'est arrêté. Ensuite il y a eu le Journal des jeunes qui a été fondé ça doit être en 2003. C'était assez irrégulier en fait. C'était Madame Chen Kichun qui avait impulsé ça. Moi, j'ai rejoint le quotidien par le quotidien des jeunes, qui était à l'époque une rubrique voilà, qui paraissait de temps en temps. Pas pendant les vacances, il y avait plein de choses. Donc voilà, j'ai travaillé au départ comme pigiste, puis ensuite j'ai été recruté et là j'ai développé le quotidien des jeunes au départ pour en faire un hebdo. Donc il y avait 8 pages toutes les semaines, vacances, pas vacances, tout le temps. Donc voilà, j'ai développé ça, puis j'avais développé les clubs presse, comme ça on s'est rencontrés. Donc l'idée, c'était de parrainer en fait des initiatives dans les différents collèges pour que les enfants puissent apprendre à faire un journal en fait, soit sous forme de blog, soit sous forme de journal papier, ou des fois on allait aussi avec les radios scolaires, on a beaucoup travaillé avec eux. Donc voilà. Et puis, en 2010, je suis passé donc en rédaction du quotidien, où là je me suis occupé de la rubrique éducation jusqu'en 2016, la date où j'ai quitté le quotidien pour m'occuper de la fondation de 8000 mondes. Donc 8000 mondes. Mais comme Jonathan ne connaît pas, tu vas nous dire ce que c'est que 8000 mondes, parce que c'est un truc très alors, intéressant, ça. Alors, ce que c'est 8000 mondes, au départ, c'est un pari. On s'était dit, on va faire des séries et on veut écrire des séries d'une manière un peu différente. Donc, on était parti sur des séries écrites et audio. On a sorti une première série en 2017. En 2018, elle est sortie en version écrite puis en version audio, donc ça s'appelait Hors Sang. C'est une série médicale sur une mystérieuse pandémie qui touchait la Réunion. Qui nous Voilà. rappelle le Voilà, corona. voilà, elle n'existe plus en version audio. On l'a retirée. On avait acheté des voix et on avait les droits sur les voix que pendant une certaine période. Et puis on n'aimait pas trop certains aspects de la série, notamment dans les voix. Donc on l'a retirée. Elle existe encore sous version écrite, elle peut être lue. Donc il y a une douzaine d'épisodes sur cette série. Moi j'étais le créateur principal, on va dire. J'ai créé la grande ligne de l'histoire et un certain nombre d'épisodes. Et j'ai été accompagné par plusieurs scénaristes, donc dont Sonia Serra qui vient de créer Green Pouce. Et voilà, et quelques camarades, d'anciens journalistes du Giroud du quotidien d'ailleurs, qui étaient intervenus. Et puis ensuite, on a lancé une série policière, donc Onde de choc. Pendant le Covid, on a fait découvrir aussi un thriller qui s'appelle Nuit Blanche, qui a été créé par Sylvie Chausset, donc la créatrice d'Onde de choc. Et l'avantage du thriller, c'est qu'il est entièrement gratuit, donc vous pouvez aller écouter l'épisode, il n'y a qu'une seule histoire, mais voilà, une histoire bouclée en une fois. Et puis on a 2 projets qui sont sur le feu, donc 2 comédies, une qui s'appelle Green Pouce, qui est un petit peu qui a eu du retard avec le Covid, mais qui va être enregistrée donc à la rentrée prochaine à la Cité des Arts, et une autre série qui s'appelle Paul et Léa, donc c'est une comédie avec une histoire de fantôme, et elle, par contre, on va la jouer en public. Et on a déjà la date puisque on l'enregistrera en public le 17 février à la Cité des Arts. Et là, on est en train de démarcher pour essayer de trouver d'autres salles. D'accord. Donc l'idée étant Ah de oui. faire un enregistrement en live. Alors jusqu'à présent, on essayait de vendre nos séries. Là, on est en train de prendre un peu un tournant parce qu'on s'est rendu compte que la vente directe était extrêmement difficile, justement avec l'expérience de Nuit Blanche. Quand il s'agit d'une diffusion gratuite, on a du monde. Quand il s'agit de demander aux gens d'acheter une série, c'est plus compliqué parce qu'ils sont habitués aux abonnements, etc. Et puis parce qu'on est en train de voir nos, on va dire, concurrents entre guillemets de métropole qui étaient sur des grosses plateformes qui ne basculent pas du tout dans le payant. Donc c'est la preuve que le marché de l'achat d'une série audio n'existe pas. Donc là, on est en train de travailler sur d'autres projets, soit pour financer des séries et les rendre gratuites, soit pour faire autre chose, notamment du podcast ou de la chaîne YouTube, et éventuellement avec l'argent qu'on va gagner, pouvoir de temps en temps pour financer une série ou deux pour se faire plaisir.
Je pensais que ça marchait bien, hein, les livres audio, ça démarre, ça a bien démarré. Les livres audio ont un public, mais c'est pas le même que celui de la série. Et D'accord. le podcast, on est plus dans le monde du podcast en fait. Et Ouais. dans le monde du podcast, c'est le gratuit qui domine. C'est-à-dire que les gens ont accès à des milliers de podcasts gratuits et à partir de là, l'idée d'en payer un, c'est pas forcément le premier réflexe qu'on aura, quoi. D'autant que c'est un monde assez poreux parce que une chaîne YouTube peut très facilement devenir un podcast. Donc il y a une gratuité assez importante. Mais ça veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire juste que notre financement, qui était de se dire on va proposer aux gens d'acheter des séries, ça fonctionne pas. Il faut qu'on trouve un autre format. Là, on est en train de travailler donc sur de la proposition de podcast. On travaille avec la Cité des Arts notamment. Donc on les accompagne. C'est une autre corde qu'on a à notre arc puisqu'on sait enregistrer, on sait faire du son. Mhm. Voilà un petit peu les nouveautés. Et on parlait déjà avec Jonathan de la poésie. Tu as écrit aussi de la poésie, non, avant de passer à l'écrit. Alors j'en ai écrit, ouais, mais je suis très mauvais en poésie. J'ai écrit des nouvelles. Bah, justement, j'ai participé en 2013 à un concours sur Short Edition avec un texte qui avait remporté un des Short Edition. C'est sympa, c'est un site qui est ouvert avec des concours qui sont proposés pour tous participants. C'est un bon moyen de se tester, de tester des textes, d'avoir des retours. Voilà. Le côté concours peut être un peu pénible au bout d'un moment parce que bon, il y a un peu la course à l'échalote de je veux des voix, j'ai besoin d'avoir des gens qui votent pour moi, mais au début pour se lancer c'est pas mal pour Jonathan. Moi j'avais une première nouvelle, bah, c'est aussi par un concours sur la plateforme Tricia qu'est né mon roman donc Animae Symphonia. Je proposais un concours avec une thématique qui était donc ça devait être un roman fantastique, fantasy ou science-fiction dans lequel il y avait obligatoirement des esprits animaux. Donc il fallait créer une histoire. C'est comme ça que j'ai créé donc Animae Symphonia. Sur une très vieille idée que j'arrivais pas à mettre en forme. Et la contrainte du concours m'a permis de le faire. Voilà. Mais donc, ça tombe bien, on va commencer à en parler. Donc, c'est un livre ado ou un livre pour tout le monde? Oui, à partir des ados, ouais. Parce que ça se passe dans un lycée. Donc, ça se passe dans un lycée qui est dans l'Essonne, dans une ville qui s'appelle Montgimel, qui est une ville fictive, mais très fortement inspirée de la ville de Longjumeau, dans laquelle moi j'ai fait mes études au lycée. Il se trouve que j'étais dans un lycée où il y avait beaucoup de musiciens, dans les années 90, beaucoup de guitaristes, beaucoup de métal, beaucoup de concerts organisés. Donc j'ai un peu utilisé cette ambiance-là pour imaginer l'histoire d'un lycéen qui découvrirait une énigme musicale dans laquelle sont impliqués des esprits animaux. Donc, en fait, tous les soirs, en fait, il y a des animaux qui se baladent dans son lycée. Il ne sait pas pourquoi. Il y a un lien avec la musique et il va devoir trouver donc, quels morceaux permettent de libérer les animaux. Et en fait, ces animaux, ce sont ses camarades qui sont pris dans une malédiction. C'est une histoire qui est un peu en partie inspirée du mythe d'Orphée. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage donc, de la mythologie grecque qui donc descend aux enfers chercher sa belle. Ça, c'est le mythe le plus connu, mais il a d'autres mythes, et notamment le fait de charmer les animaux, etc. Je me suis aussi pas mal inspiré d'anciennes légendes et de contes de ce qu'on a appelé la mythologie française, c'est-à-dire que des personnages comme Gargantua, Mélusine, la Blanche Biche, tout ça, ce sont des personnages qui existent dans des contes et légendes et qui probablement correspondent en fait à une ancienne mythologie, peut-être gauloise, mais aucune certitude sur le sujet parce on ne connaît pas très bien les croyances des Gaulois. Mais voilà, des choses qui auraient un peu vécu dans le temps, et à partir de tous ces trous que laisse l'histoire et la mythologie, je me suis amusé à tisser mon propre roman. Un ami qui l'a décrit comme un mélange entre Harry Potter et le Da Vinci Code. Est-ce que tu peux nous lire un petit extrait pour nous... Alors, donc ça s'appelle The Number of the Beast, Iron Maiden. Il n'y a aucune magie dans le jeu de Jormungand. Le batteur cogne pour chasser les esprits du hall. Il ne repousse qu'un journal censé tenir la grosse caisse. Le bassiste ne reprend pas la ligne enjouée créée par Steve Harris, mais se contente d'égrener de fainéantes doubles croches. C'est Dimitri, le guitariste, qui imite la ligne de basse avec des notes très hautes. Côté chant, c'est aussi lui qui est à l'œuvre. On peut dire deux choses. Il va avoir besoin de miel demain, et il faut faire un effort pour reconnaître les paroles qu'il beugle. 666, the number of the beast. Pour ce concert de rentrée, les Jormungand ont mis plus de soin à peaufiner leur logo qu'à travailler leur reprise. Mais qu'importe. Dans la piscine, ce creux dans le sol au milieu du hall, les lycéens sont en joie et sautent comme s'ils étaient dans la fosse d'un véritable concert. Au lycée Saint-Saëns de Montgimel, on ne plaisante pas avec la musique. On joue pour la rentrée, pour Noël aussi, sans oublier la fête du lycée en mars et celle de la musique. On parle même d'organiser un concert pour le SIDAction. Je vais être franc,
J'aimerais bien être sur scène en ce moment. Là, je garde les boîtes d'instruments et les manteaux à côté du panneau de liège, juste avant l'escalier de l'étage. Jouer me permettrait de voir les beaux yeux d'Iseult de face, parce qu'elle se tient adossée contre le poteau du hall. Pour ça, il faudrait qu'on trouve un batteur avec Jean qui... Tiens, il arrive justement. Jean, c'est un mec un peu rondouillard, avec des cheveux gras, mi-longs et un pull en laine qui sent le mouton. Il baisse toujours la tête quand il marche, sauf pour jeter un œil craintif afin de vérifier que la piscine ne se rue pas sur lui. Ça tombe bien qu'il passe, j'ai un truc à lui montrer. Hey! Je l'interpelle. À cause du bruit, je dois crier pour me faire entendre, mais il se rapproche. Salut, répond-il mollement. Tu as vu l'annonce? Laquelle, feint-il de demander alors que le seul autre papier est une proposition de cours de maths? Et celle-là! Je lui montre. Groupe de reprise de Francis Cabrel cherche un guitariste et un bassiste. Tu veux jouer du Cabrel, s'étonne-t-il? Mais t'es fou, non! On pourrait passer une annonce, nous aussi. Mais pourquoi faire? Trouver un batteur pour jouer à Noël. Ah oui, tu es sûr? Mais je vais pas garder les instruments à chaque fois. Ah oui, au fait, il y a un étui qui traîne sur les tables à côté de l'escalier derrière la porte là-bas. Quoi? Tu es sûr? Normalement, tout est là. Le concert s'arrête sur une ultime fausse note et sans un seul rappel. Jean en profite pour filer droit vers l'entrée, mais comme le flot des lycéens s'y déplace, il s'échappe vers les toilettes. Je me précipite vers la scène pour aider à arranger et surtout croiser le regard d'Iseult, qui a disparu. Je suis alors happé par les visages de gens que je croise. Je cherche pour voir si elle est là. Asma, la présidente du bureau des lycéens, distribue les consignes à Élise et Jessica. Élise, c'est la déléguée de ma classe. Iseult étant également déléguée, elle va peut-être rester pour ranger. En attendant, je vais proposer mon aide à Dimitri pour le matos. Entre musiciens, ça se fait. Hey, c'était cool Metallica, je lui lance pour être sympa. C'était Iron Maiden, il me balance. Oui, mais avant, c'était Metallica. Non, Megadeth. C'est pareil, le guitariste de Megadeth, c'était le guitariste de... Écoute, m'arrête-t-il. Tu sais ce que c'est un tom bass? Oui, c'est le gros tambour là sur le côté de la batterie, celui qu'on entend dans We Will Rock You. Ok, bah tu le prends et tu l'amènes dans la mini devant le portail. Julien. Et je m'appelle pas Julien, moi c'est Stéphane. Si, tu t'appelles Julien, Julien Lepers, celui qui ramène sa science. Aucune réplique ne me vient alors. Je ramarche le journal avec sa une, oui, pour le mettre à la poubelle. Je prends ensuite le tome. Je n'ai pas fait un pas que mon père m'arrête. Il est en train de discuter avec Asma, la présidente du bureau des lycéens. Il arbore son éternelle casquette grise, échappée d'un autre âge, comme s'il voulait crier sur tous les toits qu'il est le concierge du lycée. L'homme à tout faire, toujours prêt à rendre service. Asma lui demande: Mais Hermance, ça va? Rien de grave, répond-il, juste un problème de voiture. Je m'approche et il se tourne vers moi. Ce lycée, ce n'est pas seulement le lieu où je suis en seconde, c'est aussi ma maison. J'y suis né, il y a 14 ans, et maintenant j'y étudie avec un an d'avance. Mon père me tire de mes pensées. Stéphane, je vais chercher Hermance et sa mère à Saint-Benoît-sur-Loire. Je te confie les clés pour que tu fermes derrière Asma. Que tout soit propre, d'accord? D'accord. Et pas d'alcool, hein? Il a haussé le ton pour être entendu des lycéens qui nous entourent. Je croise le regard narquois de Dimitri. J'imagine que mon long visage pâle doit avoir viré au rouge. Quand je reviens dans le hall après avoir déposé le tome, il ne reste plus grand monde. Une fille à la peau noire glousse aux blagues d'un type que je ne connais pas. Une autre de ma classe, cette fois Roxane, s'engueule avec Rodolphe, le chanteur des Vénators. Jean frôle les murs en direction de la sortie et manque de percuter Lulu, les bras encombrés de Jack. Lui aussi est dans ma classe, pas vraiment mon pote. C'est alors que je vois Iseult revenir en compagnie de sa copine Élise depuis la salle de musique de Monsieur Pétagore. Je fonce des fois qu'elle aurait besoin d'aide, quand Dimitri déboule les bras chargés d'un pack de bière. Mon père a dit pas d'alcool, je lui rappelle. Mon papounet a dit pas d'alcool, m'imite le chanteur des Jormungandr, avec une voix de bébé. Pas d'alcool, petit, c'est de la boisson d'homme. Stéphane a raison, l'interrompt Asma, vous buvez ça dehors. Allez, Asma, on boit entre musiciens, Bardos a qu'à rentrer chez lui, on dira rien à son papounet à casquette. Je suis musicien, je lance, comme si la présence d'Iseult m'électrisait. Toi, Harry Dimitri? Je demande à voir. Quelqu'un a oublié une guitare près de l'escalier, je réplique. Je vais la chercher, tu verras. Personne n'a rien oublié, on a tout rangé. C'est pas Bardos ton nom, c'est Mythos. Bougez pas, je reviens. Je pousse les portes jaunes menant vers les escaliers. À peine ai-je passé celle-ci qu'une musique lointaine se met à résonner. Je croyais qu'ils avaient tout rangé. À côté de l'escalier, il y a des tables, et sur les tables, un étui. Jean n'a pas menti. Quand je m'approche, j'aperçois des serpents, réalistes, qui ondulent le long du boîtier. Je frissonne. Je déteste ces bestioles, même quand elles sont factices. Le minuteur du lycée coupe les lumières, et je me retrouve dans le noir, face aux serpents qui se mettent à briller. Si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Et voilà, c'est le chapitre 1. Redis-nous le titre du chapitre. Alors, le chapitre s'appelle 666, The Number of the Beast. C'est une chanson d'Iron Maiden. Les autres titres, tu peux nous dire les autres titres des chapitres?
Ouais, de chansons. Bon, alors, il y en a 94, donc je vais peut-être pas toutes te les dire. Ouais, Là, vas-y, j'ai non, faut donner une idée. il y a voilà, Love is All de Roger Glover on Friends. Tu as Mathématiques souterraines de Tiefen. Tu vas trouver A Forest de The Cure. Donc, tu as fait On va trouver. t'as fait toute une playlist de rock. Il y a une playlist que tu peux trouver sur YouTube d'ailleurs si tu tapes Animal Sinfonia. D'accord. Donc il n'y a pas que du rock dedans. Mhm. Il y a de, alors je peux pas tout te raconter. Il y a de la musique classique, il y a du rap, il y a du reggae. La seule règle, c'est que ça doit être des chansons qui étaient jouées, qui pouvaient être jouées à l'époque de l'histoire, c'est-à-dire en 1993. Donc on trouvera pas de chansons très récentes. On trouvera que des chansons de l'époque. Et à chaque fois, il y a un sens. La chanson, elle est pas là pour n'importe quoi. Bon, là, parce qu'elle est jouée par le groupe, Mhm. et puis parce qu'il y a un sens avec le The Number of the L'énigme. Beast, hein, donc le nombre de la bête. Donc c'est bien pour montrer qu'on est dans une histoire avec de la musique et des animaux. Et puis après, voilà, il y a des morceaux qui ont une place, qui ont un sens en fait. Stéphane va découvrir que la musique est une forme de magie. Donc en fonction du morceau qu'on joue, on peut obtenir un certain effet. Certains morceaux donc comment un rôle, par exemple. Il y a des morceaux qui permettent de devenir invisible. Il y a des morceaux qui permettent de soulever des pierres. Et puis, il y a des morceaux qui permettent de libérer certains animaux, mais selon des règles précises. Des morceaux avec des pouvoirs. Voilà, les morceaux des pouvoirs, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'Harry Potter alors. Voilà, c'est ça le côté Harry Potter. On le voit pas trop dans le premier chapitre, mais juste après, en fait, la fameuse guitare qu'il va découvrir va le faire basculer dans l'autre monde. Ça, c'est un livre papier ou bien c'est un livre numérique? Alors, tu peux le trouver en numérique sur toutes les librairies qui existent, donc sans problème. Et en papier, pour l'instant, il y a une manière très simple de l'avoir, c'est d'aller sur Amazon, où existe la version papier. Et ensuite, là, je suis en train de le faire venir. Il va bientôt arriver à La Réunion, donc chez Leclerc, qui va le distribuer. Il distribuera probablement pendant le salon du livre jeunesse. Sur toute la partie numérique, en fait, j'ai eu le soutien donc, de Fixia à travers une plateforme qu'ils ont créée qui s'appelle Stories by Fixia. Et Mhm. pour la partie papier, en fait, je dois me débrouiller tout seul. Donc j'avais fait D'accord. un crowdfunding, j'avais des premières personnes qui avaient commencé à acheter le livre, qui sont en train de le recevoir d'ailleurs en ce moment. Et la seule façon de l'avoir en version papier, c'est Amazon. Et puis bientôt Leclerc qui aura des exemplaires à La Réunion. Tu as eu l'occasion de présenter ça aux lycéens ou bien aux ados? Pas encore. Alors j'en ai parlé avec des lycéens parce que je faisais un atelier l'année dernière, donc ils avaient commencé à lire le premier chapitre. Puis après, dans quelques lycéens que je connais, mes neveux, mes nièces, qui ont reçu parce que je leur ai offert. Donc voilà. J'ai pas encore eu de retour de lycéens, si c'est ta Mhm. question. J'ai des retours de copains, par contre, qui étaient au lycée avec moi, qui ont reconnu le lycée, qui ont reconnu l'ambiance. Donc ça, c'était plutôt bien. Pour être honnête, c'est un livre, si j'avais encore à le réécrire, je le réécrirais volontiers. Je retravaillerais encore pas mal de choses dessus. Mais à un moment, il faut savoir s'arrêter aussi. Et puis... La couverture aussi, c'est bien. La couverture dans la forêt, brumeux. Ouais. Alors, tu as deux couvertures, en fait. Tu as la couverture de la version numérique, qui est celle de Fixia. Et puis, il y a Sonia Serra, que vous connaissez, hein, qui est ma complice de 8000 membres, qui a fait une couverture pour l'édition spéciale en papier, quoi. Voilà, donc c'est un peu ma première aventure. Et puis, voilà. Alors, pour la petite histoire, il est aussi écrit comme une série audio de 8000 membres. C'est-à-dire qu'il est découpé en 12 épisodes de 40 minutes. Mais, Si j'avais à le transformer, j'aurais juste à changer un petit peu mais déjà, un petit peu tu nous as donné cette impression là, en lisant. Ouais, Ouais. On a ouais, eu exact. on a eu l'impression justement de vivre l'histoire en audio. Ouais. Ouais. Alors, je dis pas que c'est pas le projet, hein, ça serait quelque chose que j'aurais bien envie de faire, de le transformer un petit peu. Je vais me tâter. Pour l'instant, j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je travaille et après, je pense que je vais me remettre je reprendrai sans doute des choses pour l'audio parce que on n'écrit pas un roman comme on écrit une série audio. Là, par exemple, vous voyez, il y a beaucoup de personnages. Quand c'est à l'écrit, on peut revenir en arrière, on peut retrouver les personnages qu'on a déjà croisés. À l'audio, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut que je trouve une manière de le raconter un peu différemment. C'est un petit peu déstabilisant quand on le lit, parce que moi, je sais pas, j'avais le chapitre 1, et Ouais. donc je l'ai lu, et je trouve que c'est un petit peu déstabilisant ce côté Ouais. justement qui est fait pour l'audio. Je trouve au début, ça fait un petit peu un drôle d'effet quand on le lit. Enfin, moi, c'est ce D'accord. que ça m'a fait. Hein. Ouais, alors il n'est pas fait pour l'audio justement au départ, mais par Oui, contre mais en fait, effectivement, c'est l'impression que ça donne quand on le lit. ouais, c'est possible. Et je pense que je suis marqué par l'écriture audio. C'est mon réflexe quoi, naturel d'y aller, et c'est vrai que j'ai dû retravailler dessus.
Là, je pense que si par exemple je faisais encore une réécriture, je ne ferais pas les choses de la même manière. Je prendrais peut-être plus de temps pour introduire les personnages, moins de rapidité, moins de Oui, en fait, personnages dès le c'est départ. ça qui perturbe, c'est le côté rapide. Ouais, c'est un des retours que j'ai eu. Souvent, les gens sont allés au bout du livre quand ils ont passé les tout premiers chapitres. Là, ils sont rentrés dedans et en général, ils ont accroché. Mais beaucoup ont eu du mal avec ce début. Il est très abrupt. Parce que ouais, j'ai une série en tête en fait. J'ai une série même pas audio, j'ai une série même télé, on pourrait dire. Je vois les personnages. Et là, en relisant des Harry Potter par exemple, de choses comme ça, je me rends compte effectivement de ce que je n'ai pas fait, c'est-à-dire de prendre le temps qu'eux prennent. Parce que je me suis posé peut-être des contraintes à un moment donné en me disant il faut absolument que les gens ils aient les personnages dès le départ. Il faut que voilà. Et c'est vrai que du coup il y a un moment, il y a un passage où il y a beaucoup de noms qui sont envoyés. Après, c'est aussi, voilà, c'est un peu un lycée, c'est-à-dire que je voulais aussi l'effet, quand on est dans un lycée, on est bombardé d'informations par tous les gens qu'on croise, quoi. Et pour les jeunes, en fait, doivent pas connaître la musique. Là, c'est pour des grands ados, ça. Bon, pour des jeunes, oui, alors, Oui. contrairement à ce qu'on pense, ils ont une bonne culture musicale et souvent assez ancienne. Beaucoup de jeunes écoutent des choses. Bah, d'ailleurs, en fait, même moi, à mon époque, les musiques que vous allez voir dans les titres sont des chansons des années 70-80. Alors qu'on était dans les années 90, parce qu'il y a une grande tendance à toujours écouter un peu ce qu'il y avait avant. Les fans de métal, ils vont écouter du Metallica, ils vont écouter des musiques des années 90, donc ils les connaissent. Et là, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a forcément des chansons que vous connaissez pas, parce que des fois, je vais aller rechercher des vieux morceaux qui sont très peu connus, ou des morceaux dont peut-être vous allez vous souvenir parce que vous avez vu tel film ou tel autre, parce que le morceau correspondait à ce que je voulais à ce moment-là. Et puis, il y a des morceaux très connus. Il y a des choses qui c'est devenu des standards aujourd'hui, donc tout le monde les a. Pour un gamin d'aujourd'hui, je pense que c'est surtout l'ambiance du lycée, du côté je vais jouer de la musique, je vais monter un groupe de musique. Ça, par contre, c'est des choses qu'ils connaissent. Et puis, je leur ai mis, eux, par contre, énormément de clins d'œil avec des applications qui existent aujourd'hui et qui n'existaient pas dans les années 90. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, un exemple tout bête, aujourd'hui, on entend un morceau à la radio, on ne sait pas comment ça s'appelle, ben on est Shazam. Ouais. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'insiste lourdement sur le fait que le héros ne peut pas le faire. Ou le héros va passer un coup de fil, s'il veut passer un coup de fil, il est obligé d'aller dans une cabine téléphonique. Ou si il a envie de chercher les accords d'un morceau, il n'a pas Internet sur lequel il va pouvoir chercher les accords et les trouver tout de suite. Il est obligé de les chercher à l'oreille. Voilà, ça, c'est un peu destiné à ces lycéens-là et ça les amuse, pour les amuser un peu de alors, tiens, bah voilà comment ça se passait il n'y a même pas 20 ans ou 30 ans. Il n'y avait pas tous les appareillages. Aujourd'hui, bah, tu as juste besoin d'accorder ta guitare, tu te mets en ligne et tu as des sites qui te proposent de t'accorder facilement. À l'époque, il fallait avoir l'accordeur, fallait trouver. Si tu voulais t'enregistrer, tu avais 8 pistes à trouver, ce qui était pas simple. Donc en général, tu avais un copain qui avait 8 pistes et qui enregistrait tout le monde. Aujourd'hui, bah, GarageBand, on l'a sur les ordinateurs Mac ou Audacity. C'est quand même c'est différent. Donc voilà, mais j'aimais bien ce côté clin d'œil, de dire à un gamin d'aujourd'hui, bah voilà, de lui faire un univers qu'il connaît bien et de lui montrer qu'il y avait un univers mais sans ça. Mais dans les personnages, il y a un geek aussi, non? Oui, il y a pas mal de personnages. Le héros, donc Stéphane, c'est le fils du concierge en fait, qui est une sorte d'apprenti musicien. Il démarre. Mais alors il est plein d'envie. Il a envie de monter un groupe alors qu'il sait pas vraiment jouer en fait. Donc il y a lui, puis il y a des copains de sa classe, qui sont tous musiciens ou musiciennes. Il y a des garçons et des filles, et ils ont tous un peu leur petite caractéristique. Donc il y a le personnage qui est renfermé sur lui-même, Jean, qui a été présenté. Enfin, voilà. Et bien sûr, ils rencontrent tous des problèmes d'ados qui vont pour certains se matérialiser sous la forme des animats et des malédictions en fait de ces animaux. Par exemple, on va avoir donc la légende de la Blanche Biche. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une légende assez ancienne où toutes les nuits une femme se transforme en biche blanche et elle est poursuivie par des chasseurs et notamment par son frère. La légende se finit mal. Le frère finit par tuer sa sœur. Elle se retransforme en humaine. Il découvre qu'il a commis un crime et donc il est désespéré. Donc c'est une sorte de légende un peu maudite. Ben, moi je l'ai utilisé. Donc il y a toutes les nuits une biche blanche poursuivie par des chiens et on doit trouver qui est la biche blanche et qui sont les chiens et trouver les musiques qui les concernent.
et la raison en fait pour laquelle elle se transforme la nuit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie d'ado pour que ça se passe comme ça. Beaucoup de références à l'histoire, aux légendes, Il y a à la beaucoup de musique. références à l'histoire et aux légendes, mais elles sont on n'est pas obligé d'avoir un dictionnaire avec le roman pour pouvoir les suivre. Si on a envie de les voir et de s'y intéresser, on peut dans un deuxième temps voilà, refaire une lecture et puis après aller chercher. J'aime bien l'idée d'écrire une histoire où que les gens peuvent relire. On peut lire l'histoire au premier degré, c'est-à-dire il y a plein de gens, j'ai eu des retours de blogueurs que je connaissais pas, qui ont lu l'histoire au premier degré. Et puis on peut effectivement la relire et se dire ah tiens là il y a des références et les références sont réelles, c'est-à-dire que je m'amuse à bricoler sur des choses qui existent, mais je bricole en utilisant l'existant et parfois même à contre-courant de ce que les gens peuvent croire. Voilà, mais il y a plein d'indices un peu partout. Puis après on peut aussi redécouvrir des musiques, faire redécouvrir aussi des auteurs qu'on avait un peu oubliés. J'avais que 94 titres à pouvoir caser. Et déjà, ça fait pas mal, 94. Parce que le livre fait combien de pages? Ça doit faire 600 pages en version papier. Je suis un peu lâché. Donc, Catherine, tu as lu le livre alors? Non, non, j'ai juste lu le. Alors, je ne sais pas où je l'avais récupéré. Je me demande si c'est pas toi, Nicolas, qui me l'avait donné. Oui, Juste le premier chapitre, en fait. ouais, j'avais envoyé un petit peu à tout le monde le début pour le faire connaître. Voilà. Parce que comme bon, oui, parce que j'avais acheté les précédentes et donc je devais être sur ta liste. Et voilà, j'ai lu le premier chapitre et c'est vrai que j'ai été un petit peu déstabilisée par cette rapidité d'écriture là qui m'a un peu. Ouais, Elle me l'a envoyé et moi aussi j'ai été déstabilisée. parle. Oui, c'est du rapide. Ouais, après c'est aussi un peu c'est un peu mon style, c'est un peu un héritage du style journalistique. C'est bon, mais j'y travaille. J'y travaille. Je sais aussi, voilà, il faut. C'est le premier, de toute façon, c'est le premier livre. Voilà, c'est le premier. Ouais, c'est là où on apprend plein de choses. Quand on lit beaucoup, on est habitué à une progression dans l'arrivée des gens et là on Ouais. nous met tout le monde d'un coup là. Alors après, ça peut se travailler. Je pense que je pourrais y arriver, mais c'est bon. Voilà, c'est un premier, c'est un apprentissage. Je pense que c'est un peu déroutant au début, mais en passant sur les premiers chapitres, en se disant, je pense qu'il faut pas trop faire attention aux prénoms à part celui de Stéphane et des gens avec qui il va parler. Il faut les concevoir comme un décor et puis ensuite au fur et à mesure les gens on les retrouve et c'est là qu'en fait ils prennent leur importance et petit à petit chacun apparaît dans l'histoire. Maintenant j'écoute la créatrice là d'une série pour ados qui s'appelle Gardien des cités perdues et elle expliquait donc c'était son premier roman. Elle expliquait qu'elle l'avait réécrit 20 fois avant la publication. Il y avait eu 20 versions du roman avant qu'elle arrive à la dernière mouture. Et là, sur celui-ci, si je compte le concours en live, je l'ai réécrit 3 ou 4 fois. On va dire 3 fois réécriture complète et 4 fois avec la phase de relecture intense. Donc, si ça se trouve, au bout de la 20e, j'aurai un roman aussi, aussi réussi que Les Gardiens des Cités Perdues. Oui, c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin que le premier chapitre en fait. Ouais. Alors, il y a plein de choses sur la musique, sur l'histoire, Après, c'est des petites touches sur les légendes. C'est pas un cours, à chaque fois. Il y a pas, voilà, mais ce sont des vraies légendes qui existent vraiment, enfin, qui ont été racontées, rapportées. Et le mélange que je fais surtout, alors ça, je l'ai pas expliqué dans le roman ou autre, mais le mélange entre la mythologie grecque, l'orphisme, et les mythologies gauloises et médiévales, il y a un sens. C'est pas un truc que j'ai fait au hasard. C'est que les quelques éléments qu'on a sur la religion des Gaulois, on sait qu'ils étaient proches, les fameux druides étaient proches du pythagorisme en fait. Et donc de l'orphisme aussi, parce que c'est un même courant de pensée avec, ils croyaient à la réincarnation, ils croyaient que les nombres avaient du sens, et à la musique aussi, c'est-à-dire qu'il y avait une place de la musique dans la pensée qui est en lien avec les mathématiques et dans ces croyances anciennes. Donc du coup, voilà, tout ça n'est pas du tout gratuit au hasard, c'est vraiment, je reprends une ancienne croyance et je l'utilise pour faire ma magie, mon univers un peu mythologique. Donc, ce livre-là sera en numérique, papier. Voilà, il est déjà en numérique, tu peux le trouver, il est sur toutes les plateformes, y compris sur des librairies, des petites librairies qui ont des plateformes numériques. Mm-hmm. Et puis la version papier, donc chez Leclerc et sur Amazon en commande directe. Voilà, il est pas encore en audio, il est pas encore sur Éole, mais Ça, prochainement, peut-être. ouais, peut-être.
Tu as un atelier là, non, à Alors, Saint-Anne-du-Mont? je vais avoir un atelier d'écriture sur la Cité des Arts du 20 au 25 juillet. Donc, c'est un atelier sur 5 jours. C'est des ateliers qui durent 3 heures et je fais un travail de présentation un peu d'écriture de séries télé. On fait deux choses. On apprend à décrypter des séries existantes, repérer en fait leurs plans en les écoutant, en les regardant. Et puis ensuite, c'est des ateliers d'écriture. C'est que j'apprends à faire comment est-ce qu'on crée une série, comment est-ce qu'on crée un pitch. Alors, c'est pas, pour être très honnête, en 5 jours, je pourrais pas vous faire créer une série complète, mais je pourrais vous faire acquérir quelques Décrypter. techniques. En fait. Mhm. Voilà. Déjà des techniques pour apprendre à lire les séries, à passer simplement le fait de regarder une série, de vivre l'histoire comme un spectateur lambda, quoi, mais de pouvoir analyser comment est construite une histoire. Je travaille beaucoup sur la notion de structure, comment est structurée l'histoire, en fait, comment les personnages évoluent, comment les personnages sont en conflit les uns avec les autres. Et pour ça, les séries américaines sont vraiment les meilleures, notamment les séries de la vague 2000-2010, 2015, où on a eu vraiment une petite révolution dans l'écriture qui est en train de se perdre. Je ne saurais pas expliquer. Enfin, si j'ai quelques pistes d'explication, notamment par Netflix, et je pense sa mauvaise idée d'utiliser comment on appelle ça, les datas, les données pour essayer de faire créer des histoires en fonction de ce que les gens voudraient. Parce que justement, il y avait toute une vaste phase de séries où on avait des séries extrêmement complexes, avec beaucoup d'histoires, en 40 minutes, il se passait beaucoup de choses. Dans l'atelier, là, tu vas travailler avec des images et tout ça ou... Je vais travailler avec des séries, oui. Alors, la grande force aussi des séries télé américaines, c'est qu'elles sont, c'est des enfants de la radio. Donc en fait, même s'il y a des images, d'ailleurs, je ne sais pas si vous en regardez. En fait, vous n'avez pas forcément besoin des images pour comprendre ce qui se passe. Il y a énormément le dialogue est très important. C'est une vraie force. Contrairement à la série française, où je pense que si on n'a pas les images, on perd une grosse partie de ce qui peut en faire l'intérêt. Très souvent, il n'y a pas de scénario. D'ailleurs, les histoires sont assez lentes. Il ne se passe pas grand-chose, mais il y a des belles images. Alors qu'en revanche, la série américaine, il se passe énormément de choses et on n'est pas obligé de la regarder, en fait, pour la comprendre. Il y a beaucoup de séries, d'ailleurs, je les écoute, en fait. Je les vis un peu comme si c'était des séries radiophoniques, des podcasts. De temps en temps, je regarde quelle est la tête de l'acteur qui joue, mais sincèrement, je pourrais très bien ne pas la regarder, j'aurais l'histoire quand même. Ça marche pas pour toutes les séries. Je pense que Game of Thrones, par exemple, en audio pur, il perdrait pas mal. Mais une série, par exemple, comme This Is Us ou même Grey's Anatomy, j'ai pas vraiment besoin des images, en fait, pour imaginer ce qui se passe. Je vois très bien. Et ça, c'est dû justement à leur construction dans la manière de faire l'histoire. D'amener les personnages, d'amener de la diversité. Il y a un vrai travail qui est fait. C'était d'ailleurs notre modèle dans Minuit Monde. Voilà. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est auprès de la Cité des Arts. C'est eux qui ont mis ça en place. Et donc, c'est 5 jours. Je vais commencer par expliquer ce que c'est que la révolution des séries, comment ça a changé, quelle est la différence entre une série des années 80 et une série des années 2000. On fera un petit atelier justement sur ce qu'on appelle le pitch, comment on crée l'idée de base d'une série, comment on va en fait, par une idée de base, arriver à avoir une histoire assez intense. Et puis ensuite, on fait chaque jour donc l'analyse d'une série en particulier. Il y aura This Is Us, donc c'est une série dramatique qui nous permettra d'apprendre à utiliser ce qu'on appelle les 7 clés, comment un personnage évolue dans une histoire. Ensuite, je ferai Grey's Anatomy, donc là, on va mettre en application ces fameuses 7 clés, puis on va parler donc d'un genre qui s'appelle le soap opera, qui est le genre dominant de la série télé, qui est très méprisé en France, très méprisé aussi parce que c'est le genre des telenovelas, etc. Et pourtant, en termes d'écriture, c'est le plus intéressant. C'est vraiment celui où il y a des scénaristes qui sont de très très haut niveau. Et puis on vous verra très rapidement ensuite Modern Family pour découvrir le genre de la sitcom, donc la comédie de situation. Et on finit par la série policière, et là j'ai choisi Doctor House, parce que c'est une bonne série policière et qu'on n'a pas forcément l'idée que c'est une série policière. Donc voilà, ça sera les 4 séries qui vont servir un peu de fil conducteur. Et puis pour tout ce qui est partie écriture, c'est vraiment partir de l'idée de départ, créer un conflit, imaginer des personnages, leur évolution et avoir une base de départ pour éventuellement imaginer sa propre série, son propre feuilleton. C'est des techniques qui peuvent servir aussi pour l'écriture de romans. C'est pas l'ensemble de l'écriture. Je prétends pas être bon pour tout. Par exemple, sur le style, c'est pas vers moi qu'il faut venir.
Mais par contre, sur la structure d'une histoire, c'est plutôt ma spécialité. Donc.